Et donc vice-présidente du SMO Val-de-Loire numérique, vice-présidente du conseil départemental et maire de Montbazon. Ma chère Sylvie, c'est une joie non dissimulée, parce que nous avons été voisins de bureau pendant quelque temps dans un autre endroit. Donc je suis vraiment très heureux de t'accueillir à la communauté de communes du Val d'Amboise. Ça résonne, hein ? Ça résonne vraiment très fort. Je vais souhaiter aussi la bienvenue à Maude Lagneau, qui est directrice générale adjointe du SMO Val-de-Loire numérique, à Monsieur Gaëtan Grève, qui est directeur technique, à Monsieur Jean-Philippe Martignac, qui est directeur général de Val-de-Loire Fibre, à Monsieur Patrick Terra, qui est directeur général adjoint de Val-de-Loire Fibre, et enfin à Monsieur Sylvain Comte, là-bas, qui est responsable commercial. Voilà, je pense qu'il était important pour nous tous de faire un point sur ce qu'est ce SMO, ce syndicat mixte ouvert Val-de-Loire numérique, qui est effectivement à la charge sur les départements de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher de l'installation de la fibre, et si je ne me trompe pas, de Val-de-Loire Fibre sur sa partie plutôt commercialisation et ouverture à la commercialisation. Notre territoire, je pense, est dans une phase plus que bientôt ouverte, puisque des secteurs ont déjà été ouverts à la commercialisation. En tout cas, ma chère Sylvie, je te laisse la parole pour la présentation de ce point de déploiement du très haut débit. Merci beaucoup Thierry, c'est pour moi aussi une joie de te retrouver. C'est vrai qu'on a été voisins de bureau et on a toujours partagé des moments d'échange, aussi bien techniques que politiques. On était toujours très en phase et ça me fait vraiment très plaisir d'être à tes côtés ce soir. Merci. Très bien, bonjour à vous tous. Donc, nous allons vous présenter le déploiement de la fibre, plusieurs étapes, la présentation pour les nouveaux élus de la gouvernance du SMO, l'historique du projet, c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient, la DSP et les acteurs, notre territoire dans le plan France très haut débit, Val-de-Loire Wi-Fi public et une intervention de Val-de-Loire Fibre. Alors, présentation de gouvernance du syndicat. Nous avons donc, dès 2011-2013, la mise en place des premiers SDAN par le CD37 et le CD41. Vous retrouvez en violet le territoire donc, qui est couvert par Val-de-Loire numérique et en noir le territoire qui est couvert donc, par on va dire un opérateur privé, c'est-à-dire c'est Tours Métropole Numérique et Blois. En ce qui concerne Tours Métropole Numérique, c'est Orange qui déploie. Donc ce ne fait pas partie de notre territoire. 2014, donc création de Loir-et-Cher numérique. 2016-2017, rapprochement du 37 du 41. À 10 jours de signer donc, avec l'opérateur historique, notre président, Jean-Gérard Pommier, a eu le courage de donner un petit coup de pied dans le dossier en disant « c'est pas comme ça qu'il faut faire ». On va se rapprocher donc, du 41, créer Val-de-Loire numérique en 2017. Et en 2017, c'est une année énorme de travail puisque le syndicat a été créé et en parallèle, le cahier des charges a été établi. Les membres de ce syndicat, donc toutes les instances sont représentées, bien évidemment les deux conseils départementaux, le Loir-et-Cher, l'Indre-et-Loire, la région Centre, les EPCI du 41 et les EPCI du 37. Donc toutes les instances sont représentées et nous avons donc à voix égale 20 voix chacun de façon à ce que l'équilibre soit respecté. Ce sont tout simplement les instances qui financent le déploiement. Le conseil syndical, donc, il y a donc 54 conseillers syndicaux titulaires. Vos représentants, donc Monsieur Jocelyn Garçonnet, que j'ai croisé, Madame Françoise Thomer, et en suppléant, Monsieur Lionel Léva, et Thierry Prieur. Je n'ai pas mis mes lunettes pour faire jeune fille, mais il faut que je fasse attention. Donc, les membres du bureau élus. Le président Bernard Pilfer, qui représente le CD41, que j'excuse ce soir. Il est toujours à nos côtés, mais il est retenu donc, dans une réunion sur son département.
Et bon, voilà, il est déçu de ne pas être à nos côtés, mais je sais qu'il est avec le cœur et par la pensée. Donc moi-même qui représente le CD 37, Monsieur Pierre Commandeur qui représente le Conseil régional, Madame Tartarin qui représente donc les EPCI du 37, et Monsieur, je ne vois pas son nom, oui, c'est Monsieur Guimonet qui représente les EPCI du 41. Donc vous avez les membres élus qui font partie du bureau. Même système. Pour le CD 41, donc vous avez Monsieur Pascal Biulac. Pour le CD 37, Martine Chéniaud. Pour le Conseil régional, Monsieur Valentino Cambuto. Pour les EPCI du 37, Monsieur Thierry Brunet. Pour les EPCI du 41, Monsieur Azémar. 41, nous avons aussi Catherine Lhéritier. Pour le CD 37, Madame Isabelle Raymond-Pavero, qui, elle, était à l'origine de ce dossier, puisqu'elle était avant moi vice-présidente au conseil départemental en charge du déploiement de la fibre. Et suite à sa brillante élection au Sénat, donc, elle m'a laissé la place et j'en suis ravie d'ailleurs. Pour le conseil régional, donc, Madame Sabrina Amadi. Pour les EPCI du 37, nous retrouvons donc votre collègue, Monsieur Jocelyn Garçonnet, et les EPCI du 41, Monsieur Pierre Solon. Alors, les projets de notre syndicat. Il y en a deux. Le principal étant bien évidemment le déploiement de la fibre. Le déploiement de la fibre, donc d'ici 2023, tous les habitants et les entreprises du Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire auront un accès au très haut débit, la fibre optique, habitat isolé compris. Ce qui est, vous allez le voir un peu plus tard, accès exceptionnel par rapport à cette DSP. Au niveau national, je pense que nous sommes les seuls. Donc en décembre 2017, c'est ce que je vous disais, que l'année 2017 avait été une année de travail intense, puisque le syndicat avait été créé et le cahier des charges rédigé. En décembre 2017, donc, nous attribuons une délégation de service public à la société TDF Fibre pour une durée de 25 ans. La société Val-de-Loire Fibre est donc créée. C'est une société de projet qui dépend directement de TDF. Mais ça, je vais laisser les personnes de TDF qui sont présentes vous les expliquer plus dans le détail. Le deuxième projet, c'est le Wi-Fi touristique, puisque c'est bien de déployer de la fibre, mais il faut aussi des usages. Donc, c'est un accès Internet qui est offert donc, aux visiteurs sur le territoire des départements d'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher via une connexion Wi-Fi unique, gratuite et sécurisée. À noter que ce Wi-Fi touristique, l'accès Internet est une borne qui est offerte à chaque commune, aussi bien de l'Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, dans le cadre de cette DSP donc, qui est payée par TDF. L'évolution du projet. Merci beaucoup. Alors, l'historique, l'évolution du projet. C'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Février 2016, porteur du projet, Touraine-Cher numérique. 85 000 prises prévues, donc ce qui représentait à peu près 50% du territoire. Fin 2016, une évolution avec le rapprochement du Loir-et-Cher numérique, 37-41, sont prévues 144 000 prises, 85% des prises du territoire. 2017, nous écrivons le cahier des charges et nous demandons 97% des prises du territoire, 175 000 prises. Résultat de la DSP, nous avons 180 000 prises habitat isolé inclus, c'est-à-dire 100% du territoire couvert. Je tiens à insister sur ce point, car il y a très très peu de DSP qui prévoient 100% du territoire couvert, habitat isolé compris. Le président Pilfer insiste toujours sur ce point, et il a raison, c'est important parce que toutes les DSP ne le prévoient pas. Et bien évidemment, 2023, nous serons au rendez-vous pour la fin du déploiement. L'évolution du projet sur notre département en images, donc vous voyez, ça parle beaucoup mieux. En 2016, les parties donc bleues représentaient les prises du territoire prévues. Fin 2016, effectivement, c'était un peu plus couvert. Et en 2018, fin 2017, donc 2018, tout le territoire donc, sera couvert. Ce qui va plus vous intéresser, c'est les plans de financement prévisionnels spécifiquement pour l'Indre-et-Loire. Comme vous pouvez le remarquer, donc, sur le premier SDAN, la participation, je vais parler plus des EPCI parce que ça vous concerne, était de 13,72%. Donc le département 13%, le délégataire 30%, l'État 27%, région 10%.
Il y avait à l'époque une participation du ciel de 2% qui a disparu après parce que ce n'était plus possible de l'entrer dans ce plan de financement. Suite à la négociation de la DSP et grâce à la participation du délégataire, donc de TDF, soit 89%, c'est-à-dire que notre déploiement de fibre est financé à hauteur de 89% de fonds privés, de TDF, la participation des EPCI donc, est redescendue à 2,19%. C'est énorme. On a une chance inouïe, car vous le verrez un peu plus tard, on vous l'expliquera, Maud vous l'expliquera, puisqu'on va faire une présentation à 2 voix. Non seulement nous avons la chance d'avoir un territoire qui sera couvert à 100% habitat isolé compris, mais nous avons la chance aussi d'avoir un déploiement de fibre dont le financement est bouclé, c'est-à-dire que jusqu'à la fin, on sait qu'on n'aura pas de problème pour le financement, ce qui n'est absolument pas le cas des départements voisins, notamment en région. Quand je vais aux réunions annuelles à la préfecture de région, croyez-moi qu'il y a des départements, des présidents de conseils départementaux qui pleurent parce qu'ils ne savent pas comment encore boucler le projet de déploiement de la fibre. Nous, aujourd'hui, non seulement nous sommes 100% du territoire habitat isolé, mais le budget est bouclé. Et il est très bien bouclé, puisque je viens de vous le dire, 89% du délégataire, ce qui fait, vous allez le voir sur le slide suivant, une participation des EPCI moindre par rapport à ce que vous aviez budgété. Ce qui n'est pas anodin non plus, le président Jean-Gérard Pommier a souhaité avoir une participation complémentaire du département de façon à ce qu'il y ait une équité sur toutes les EPCI. C'est pour ça que sur le dernier camembert, vous voyez que la participation du conseil départemental donc, a augmenté et celle des EPCI a baissé, donc était à hauteur de 1,91%. Sur le slide suivant, donc, nous voyons donc le plan de financement prévisionnel chiffré et non plus en pourcentage. Donc, était prévu 33 200 000 euros au SDAN V4, avec la participation du CD et de TDF, bien évidemment. La participation donc, pour les EPCI d'Indre-et-Loire s'élèvera à 4 911 669 euros. Vous voyez que grâce à cette participation et à ce financement, les EPCI, et je me mets dans le lot puisque je suis effectivement maire d'une commune et vice-présidente d'une communauté de communes, nous allons pouvoir, grâce à ce financement, récupérer des fonds et investir pour nos administrés beaucoup plus qu'il n'était prévu donc, avant le début de mandat. On va faire un focus sur le financement de votre communauté de communes parce que c'est quand même ce qui vous intéresse. Donc pour la communauté de communes Val-d'Amboise, vous aviez budgété 1 865 642 euros. Grâce aux économies réalisées par rapport au plan de financement que je viens de vous présenter, le déploiement de la fibre sur votre communauté de communes s'élèvera uniquement à 321 000 euros 105. Une économie substantielle de 1 544 537 euros va être réalisée. Donc vous voyez que donc, sur ce déploiement, il ne faut pas voir le déploiement de la fibre que par le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire de dire attention, il y a du retard, il y a 1 an de retard, etc. C'est un dossier complet qu'il faut présenter à nos administrés de façon à ce qu'ils puissent bien aborder le sujet, surtout quand nous avons des personnes qui ne veulent pas tout entendre. Donc merci de vous faire les ambassadeurs de ce projet. La délégation de services publics, ce qu'apporte la DSP. Donc c'est un petit concentré, une synthèse de la DSP, qui, je ne sais plus le nombre de pages, Maud, qui est énorme. On a une DSP qui a été avec des AMO juridiques, financiers, techniques, et donc qui est énorme. Donc on a fait un petit concentré de façon à ce que vous puissiez bien l'appréhender. De toute façon, cette présentation sera remise à la communauté de communes, que vous pourrez en disposer. Donc cette DSP, pour qui ? Pour les habitants, bien évidemment, pour les entreprises et pour nos collectivités. La DSP globale, c'est-à-dire sur les 2 territoires, puisque je vous rappelle que c'est un projet bidépartemental, représente un investissement de 490 millions d'euros. Un catalogue de services variés, on en parlera tout à l'heure. Nous avons essayé de privilégier les entreprises locales pour la construction, le déploiement de la fibre et les raccordements. Je vous le disais, 89% de participation financière du délégataire.
Bien évidemment, 100% du territoire habitat isolé compris. Une économie donc substantielle de 144 millions d'euros. Et surtout, un nombre d'opérateurs important à l'ouverture. TDF déploie de façon neutre, c'est-à-dire que tous les opérateurs peuvent venir donc se connecter, se brancher sur nos fibres. Un point important sur cette DSP qui me paraît important de relever, nous avons, grâce à l'intervention de TDF, un financement de 140 000 heures d'insertion, 80 000 heures de formation et le financement de 2 plateaux mobiles pour former les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Ah, ça va revenir. Voilà, voilà. Donc, pour en être un petit peu plus au cœur de ce dossier de l'insertion et de la formation, grâce à ce dispositif, nous avons déjà sorti dans le cadre du RSA plus d'une quarantaine de personnes. C'est-à-dire que nous avons sorti de la précarité une quarantaine de personnes, financées donc par les heures de formation et d'insertion, ce qui permet donc, vous le savez, le conseil départemental finance le RSA, déjà à sortir les personnes de la précarité, de leur trouver un métier, de les faire évoluer, puisque ce sont des métiers évolutifs. Au départ, voilà, effectivement, il y a des tranchées, il faut souder, mais il y aura après, il y aura des maintenances. Donc, grâce à ce dispositif, 40 personnes sont sorties donc, de la précarité. Important aussi à souligner, c'est que nous avons la chance de travailler avec TDF qui est solide financièrement, notamment, et on tient à le préciser, avec le soutien financier de la Caisse des dépôts. C'est à hauteur de 72 millions d'euros que la Caisse des dépôts intervient donc dans Val-de-Loire Fibre, ce qui permet de consolider, même si je pense qu'il n'y en avait pas vraiment besoin par rapport à l'entreprise au niveau national, mais au moins au niveau TDF Fibre, de consolider donc l'entreprise au niveau financier. Voilà. Je voulais juste, avant de passer la parole à Maude, bien vous faire ressortir que nous avons aujourd'hui une DSP qui, par rapport au territoire voisin, va être déployée en 100% fibre sur tout le territoire, sur 5 ans, alors que sur les territoires voisins, vous regarderez, c'est en moyenne une dizaine d'années. Donc, c'est quand même pas rien. Il y a 5 ans simplement de déploiement, même s'il y avait une petite année de retard. On l'expliquera tout à l'heure. Techniquement, ça s'explique parfaitement. Et donc, je tenais à insister sur le travail et la collaboration qui sont faites, notamment entre les différentes structures, c'est-à-dire les 2 conseils départementaux, la région et les EPCI. Nous travaillons vraiment main dans la main pour un même objectif, c'est-à-dire le déploiement de la fibre pour nos administrés. Nous aurons un territoire d'ici 2025, un territoire qui sera intelligent, c'est-à-dire que pour le tourisme, pour les écoles, pour nos entreprises, nous serons certainement un territoire un des plus en pointe de la région, c'est sûr, mais au niveau national aussi. Vous le verrez un petit peu plus tard. Pour une petite information, je siège aussi à Tours Métropole Numérique. Donc, Orange déploie Tours Métropole Numérique. Ils ont commencé en 2011 le déploiement et ils termineront, on espère, en 2022. Donc, voilà, je vous laisse faire le calcul par rapport à notre DSP. Et je voulais aussi souligner, et j'en profite toujours pour remercier les agents du SMO qui travaillent avec une conscience professionnelle remarquable. Voilà, il faut le souligner parce que ce n'est pas toujours le cas. Et grâce à eux, le dossier avance très bien aussi. Voilà, je vais passer la parole à Maude. Merci. Bonjour. Donc, tout a été dit sur cette diapositive. Je ne vais pas revenir dessus. Sur le 100% fibre et également sur le calendrier de déploiement qui est assez volontariste. Vous avez les exemples de territoires voisins. Et également, comme l'a dit Madame Giner, un plan de financement qui est bouclé, puisque nous avons les subventions de l'État, nous avons signé la convention et nous avons l'ensemble des financements. Donc, je vais passer assez rapidement sur ces 2 éléments-là. Des informations complémentaires, si vous en avez besoin, sur notre site Internet. On a également mis en place des fiches qu'on appelle des fiches FTTH, c'est-à-dire des fiches sur le déploiement qui sont aussi à votre disposition en version papier et qui vous seront distribuées pour aller rechercher de l'information.
On a une newsletter à l'intention de nos membres qui donne les actualités sur nos 2 projets et sur le déploiement également. Donc vous pourrez retrouver des informations, voire parfois des articles aussi pour vos journaux et vos bulletins communaux. On a mis en place 2 liens WebSige qui sont à l'intention des élus et non pas à l'intention des administrés, puisque Val-de-Loire Fibre reviendra tout à l'heure. Il y a un serveur d'éligibilité qui est à la disposition des administrés. Ils y reviendront tout à l'heure. Là, c'est vraiment pour les élus, pour le suivi des travaux. Et puis un petit focus sur le passeport d'inclusion numérique, qui est une subvention qui permet d'attendre la fibre. Sur un petit point sur la borne territoriale DSP. Dans le cadre de la convention de DSP, a été négociée l'installation d'une borne Wi-Fi au niveau de chaque commune. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous souhaitez qu'on installe cette borne-là. Et elle s'intègre globalement, donc on la gère au niveau du syndicat, au niveau de l'installation, on fait l'étude, etc. Et Val-de-Loire Fibre finance l'installation de la borne. Revenez vers nous pour ce sujet et ça s'intègre dans le projet plus global qui ne fait pas l'objet d'une présentation aujourd'hui. Val-de-Loire Wi-Fi public, comme vous aurez la présentation, on a mis également un point sur les sites qui ont déjà été équipés à date sur le projet Val-de-Loire Wi-Fi public. Et je vais laisser Val-de-Loire Fibre intervenir. En tout cas, moi, je voulais saluer cette présentation, cette première présentation, peut-être avec 2 points importants. C'est la volonté politique, quand elle est là, la volonté politique dans le sens le plus noble du terme, des 2 départements, des 2 présidents de conseils départementaux, de vouloir absolument que cette révolution numérique, imaginez sur ces 2 départements l'installation sur l'entièreté du territoire de la fibre. C'est comme si on se disait, aujourd'hui, il faut réinstaller de l'électricité partout. Ça paraît être un petit chantier, mais c'est un énorme chantier. Vous voyez les opérations souvent dans vos communes. Alors, il peut y avoir parfois un petit peu de tension quand on nous demande de rajouter des poteaux en bois ou quand on nous demande quelques petites choses qui peuvent être contraignantes. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'essentiel, c'est que tout notre territoire pourra avoir la fibre. C'est plus qu'important sur le plan à la fois économique, mais sur le plan individuel et sur le plan aussi d'attractivité de territoire. Je tiens à saluer cette notion d'attractivité de territoire parce que c'est une notion importante pour nous, même si on le sait, les grands groupes, parfois les collectivités territoriales, parfois les hôpitaux ont recours plutôt à un autre réseau de fibres puisqu'ils veulent qu'il soit sécurisé, ce qu'on appelle une fibre noire. Là, c'est une autre question, mais en tout cas, moi, je tiens à saluer cet engagement politique, joint d'un engagement financier important sur notre communauté de communes. Si je faisais le ratio au nombre d'habitants, l'installation de la fibre nous coûterait environ 11 €. Qui peut penser qu'avec 11 €, on peut installer un réseau comme celui-là par tête d'habitant? Je pense que c'est infaisable, c'est improbable. Donc, c'est un sujet dont on a déjà beaucoup parlé quand j'étais au conseil départemental. Mais pour moi, c'est une réelle avancée en un temps record. Ça peut prendre un petit peu de retard, mais ce n'est pas 4 mois, 6 mois de retard sur un chantier comme celui-là qui peut être condamné, loin de là. Bien au contraire, en tout cas, moi, je félicite tout ce travail. Merci beaucoup Thierry. Je voulais juste rajouter un point technique, c'est-à-dire que ce réseau sera 100% fibre. Certains réseaux sont déployés en mix, ce qu'on appelle technologie, c'est-à-dire fibre et cuivre. Celui-ci, ce sera un réseau tout neuf. Comme se plaît à le dire notre président Georges-Gérard Pommier, c'est comme si on construisait en fait un réseau d'eau dans les années 50. Voilà, c'est un réseau tout neuf. Monsieur Martignac, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à toutes et tous. Donc merci pour ce préambule sur les éléments sur le réseau. Donc on va faire une présentation à 3 voix. Je vais laisser Patrick vous présenter le rôle, le montage et qui est l'entreprise TDF que vous connaissez probablement aussi puisque on est diffuseur de la télévision depuis 40 voire 50 ans. On fera un point aussi. Patrick vous redécrira la construction d'un réseau. Quelles sont les étapes de construction d'un réseau, comment ça se déploie sur vos communes. Je ferai un état de l'avancement de la construction du réseau au global sur les 2 territoires et en particulier sur la communauté de communes.
Et puis Sylvain vous fera une présentation de l'ensemble des offres commerciales que l'on a sur ce réseau, de l'arrivée de l'ensemble des opérateurs et comment aussi on fonctionne avec les opérateurs, comment les particuliers s'abonnent et obtiennent le service in fine. Donc, je vais laisser la parole à Patrick sur le rôle de TDF et du réseau. Bonsoir à toutes et tous. Je vais me lever comme ça, j'aurai une vision d'ensemble. Donc, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, Madame Sylvie Ginière l'a précisé, quel était le montage et l'attribution du marché à TDF. Donc, je ne vais pas répéter ce qui est dit sur ce slide, si ce n'est qu'effectivement, donc, la Banque des Territoires a bien pris 30% au sein de Val-de-Loire Fibre, la société qui a été créée en tout début 2018 par TDF. Donc, qui est TDF? Donc, c'est un opérateur d'infrastructure neutre et ouvert, c'est-à-dire qu'il propose ses services à l'ensemble des opérateurs, essentiellement donc les opérateurs de téléphonie mobile, fixe et puis opérateurs de fibre. C'est avant tout donc, dans l'historique un diffuseur de la télévision numérique terrestre sur l'ensemble des territoires français. C'est aussi donc dans le monde des télécoms un des principaux acteurs en termes de sites d'hébergement pour les antennes 3G, 4G, 5G, puisque nous avons à peu près 18 600 sites, vous le voyez là. Ce sont des pylônes, des points hauts, ainsi que des toits terrasses pour pouvoir accueillir ces antennes. C'est aussi une activité de radio, et notamment il y a le DAB là, qui se développe, la radio numérique terrestre. Donc, c'est aussi un acteur sur ce point-là. Et puis, on a quelques sites d'hébergement de data sur l'ensemble du territoire français pour des clients sensibles, notamment. Pour ce qui est donc de la concession, donc, création début 2018, 513 communes, c'est pas rien. Je crois que c'est le 4e réseau en France. Voilà, donc 320 000 prises, 90% donc financés par TDF des 500 millions d'euros d'investissement. Donc c'est effectivement un investissement conséquent. On le verra un petit peu plus loin. S'il est aujourd'hui conséquent, c'est tout simplement qu'on fait beaucoup de travaux de génie civil, ce qui coûte cher, puisqu'on enfouit toute la partie cœur de réseau. Mais je vais y revenir après. Donc, Val-de-Loire Fibre, donc c'est effectivement l'acteur donc de la construction du réseau. Une fois qu'on a construit le réseau, on commence à le commercialiser et à l'exploiter. Donc aujourd'hui, on a une concession de 27 ans. Elle a évolué de plus de 2 ans dernièrement. On propose donc nos services à tous les opérateurs. Aujourd'hui, ils sont donc de 9. Sylvain, tout à l'heure, vous fera le détail. On les a quasiment tous sur notre réseau. Free tarde un peu à arriver, mais il a signé avec nous. Il va arriver prochainement. Et enfin, donc, ces opérateurs vont proposer leurs services à des clients qui sont soit des particuliers, soit des entreprises. Vous verrez aussi tout à l'heure, côté entreprise, on a un catalogue de services qui est largement étendu et qui nous permet d'offrir vraiment ce qu'attend l'entreprise. Une petite précision, dans cette relation, il n'y a pas de court-circuit entre le client final et l'opérateur d'infrastructure que nous sommes. C'est-à-dire que s'il y a un problème, enfin, la relation avec le client final, elle se fait bien auprès de son fournisseur, tant sur les aspects abonnement que sur les aspects SAV. Quand il a un problème technique, il s'adresse à son fournisseur. Et si ce n'est pas de la compétence du fournisseur, il s'adresse à nous éventuellement. On lui dit ce qu'on a fait et ensuite c'est à lui de le reporter vers son client final. Important, on le dit lorsqu'on rencontre les maires lors des lancements commerciaux, mais c'est quelque chose sur lequel je souhaite accentuer parce que bien souvent, le client final a envie de court-circuiter par le biais de son élu. Pour la construction du réseau, vous devez le vivre au quotidien. Bon, on le vit nous aussi, mais bon, on s'efforce de communiquer dans ce sens parce que, bon, de toute façon, on traitera les sujets avec vous, mais on essaye de les minimiser. Dans la construction du réseau, donc, on a la première partie qui est donc ce que je disais tout à l'heure, le cœur du réseau, donc avec l'implantation de 96 NRO sur l'ensemble du territoire, les 2 départements. Cette partie-là, elle est terminée. Enfin, pas tout à fait, parce qu'il y a une voiture qui est rentrée dans l'un d'entre eux le week-end dernier, et donc du coup, on est obligé de le changer. On pensait que ça n'allait pas arriver, mais c'est arrivé. Donc ces NRO sont reliés par des voies souterraines. Donc je le disais tout à l'heure, les 500 millions d'euros passent beaucoup dans cette partie. C'est-à-dire que la boîte, là, elle coûte à peu près 70 000 euros, et puis ensuite, le coût de kilomètres de génie civil est conséquent. Donc cette partie-là, elle est bien avancée, elle va se terminer au milieu de cette année, et on a déjà installé tous les NRO. Une fois qu'on a fini cette partie, on commence à déployer le réseau dans son arborescence jusqu'au domicile de l'abonné. Donc on procède dans un premier temps à l'installation d'armoires.
Donc vous en voyez une là sur l'image, sur la photo. Ces armoires, ils sont au nombre de 902 sur l'ensemble du territoire. Et on négocie donc avec les élus l'implantation de ces armoires. Une fois qu'on a installé ces armoires, on emprunte 3 types de réseaux. Donc deux réseaux avec donc des opérateurs existants avec lesquels nous avons signé des conventions, c'est-à-dire Enedis, Ciel-Cidel, bien évidemment. Donc là, on utilise le réseau aérien d'Enedis pour y installer des points de branchement et puis des câbles. On peut utiliser aussi donc, le réseau d'Orange, avec lequel là aussi on a une convention, soit en souterrain, soit en aérien. Et enfin, lorsqu'on n'utilise pas ces deux réseaux, on crée nous-mêmes notre propre réseau, lorsqu'effectivement il n'en existe aucun. Donc, on installe ensuite donc, des points de branchement sur des poteaux ou dans des chambres de tirage. Et c'est à partir de ces points de branchement que vont se réaliser les raccordements. Va se réaliser le raccordement final. Une petite particularité pour les immeubles. Donc, on passe une convention immeuble avec tout immeuble avec 4 logements et plus. Lorsqu'on a signé cette convention, on vient déployer la colonne montante dans l'immeuble pour pouvoir installer des points de branchement qui raccorderont chacun des appartements du dit immeuble. Sur la partie raccordement d'abonnés, Sylvain va faire un petit focus là-dessus. Donc cette partie terminale se réalisera au moment de la souscription de l'abonnement. C'est l'opérateur qui viendra donc proposer un rendez-vous au client final pour pouvoir se raccorder. Ben voilà, j'ai presque tout dit. Hein. Donc là, vous le voyez, il n'y a pas de frais d'installation pour l'abonné, ça c'est important. C'est aussi une particularité de notre réseau, hein. C'est-à-dire que l'abonné, le client final particulier, n'a pas de frais. La fibre est tirée donc depuis le point de branchement qu'on a vu tout à l'heure jusqu'à l'intérieur de la maison et on pose un petit boîtier qu'on appelle la prise. Hein. Cette prise, elle est installée une bonne fois pour toutes et elle est compatible avec tous les opérateurs. Il y a bien sûr une seule prise par logement qui est installée et ensuite on vient diffuser le signal comme on le fait avec son ADSL, soit par le biais de répéteurs Wi-Fi, soit par le biais du réseau électrique, hein, par des petits boîtiers CPL, soit par l'installation informatique que l'on a puisqu'on est sur un logement RT 2012. Voilà. Je passe la parole à Jean-Philippe. On va vous faire un point sur le déploiement du réseau. Donc, comme l'a dit Patrick, les 96 NRO ont tous été posés et puis on en renouvellera un suite à l'accident. C'est le cœur de réseau. Hein. C'est la partie dans laquelle on va installer dans ces bâtiments d'une quinzaine de mètres carrés l'ensemble des équipements techniques actifs. Ensuite, il y a la déclinaison auprès des armoires, comme vous l'avez vu, mais il n'y a pas d'électricité sur les armoires. Mais là, dans ces 96 bâtiments, on a l'ensemble des équipements actifs. Et c'est vraiment le cœur de réseau qui nous permet de déployer les 320 000 prises qui sont derrière. On est un peu en avance sur cette partie-là de réseau. On avait fait le choix de construire le cœur de réseau un peu en amont, alors qu'initialement, il était prévu de se dérouler au fur et à mesure de l'avancée du réseau. L'avantage, c'est qu'il sera complètement terminé, cette partie-là, dans l'été. Ça nous permet aussi d'avancer sur le déploiement, sur la partie de terminale du réseau, sans se soucier de la conception du cœur de réseau, puisque c'est bientôt quasiment derrière nous. Alors sur le déploiement de la partie terminale, qui est vraiment le cœur de l'activité, la réalisation des 320 000 prises, effectivement, on a pris un peu de retard au démarrage pour plusieurs raisons. À la fois sur une première difficulté quand même majeure, c'est que tout le monde déploie la fibre en même temps. Et donc, une pénurie d'entreprises qui était un peu compliquée à trouver au départ. Ensuite, on a trouvé des entreprises, on leur a probablement confié trop de prises à réaliser. Et ils ont été un peu trop ambitieux. Et donc, du coup, ils ont eu des difficultés à démarrer. Donc, on a fait le choix récemment d'accroître le nombre de prestataires. On en a 3 nouveaux qui sont arrivés, ce qui nous a permis de retirer des prises aux constructeurs qui étaient présents, qui avaient du mal à réaliser ce qu'on leur avait demandé. Et donc aujourd'hui, on a des constructeurs qui ont un volume de prise inférieur à 50 000 pour les plus gros. Certains en ont moins, mais pour les plus gros, on va maximum jusqu'à 50 000, qui correspond à peu près à leur... On sent bien que c'est leur capacité d'intervention sur le territoire aujourd'hui. Typiquement, sur votre territoire, on a retiré sur les 5 communes du nord de la communauté de communes les prises aux constructeurs qui avaient commencé. Et donc on les a confiées à l'entreprise SAD que vous allez rencontrer ou qui a commencé à venir vous rencontrer sur les 5 communes du nord de la communauté de communes.
et qui vont prendre le relais pour réaliser environ les 2500 prises que nous avons retirées aux constructeurs. Alors, sur le réseau, sur la globalité du réseau aujourd'hui, sur les 2 départements, on a construit 70 000 prises à ce jour. On produit environ 1500 prises semaine. C'est le rythme qui va nous permettre d'atteindre l'objectif de 2023. Alors, avec un accroissement à partir de l'année prochaine, parce que les nouveaux constructeurs que l'on a choisis, que je vous ai indiqué tout à l'heure, sont aujourd'hui sur le terrain, mais il leur faut à peu près entre 6 et 9 mois pour commencer à produire des prises, puisqu'il y a une phase d'étude et des travaux préalables avant que la prise soit proprement commercialisable. Donc, on aura un rythme de production d'environ 2000 prises semaine à partir de l'année prochaine. Ce chiffre de 1500 prises semaine, c'est pas du prévisionnel, c'est ce qui se passe aujourd'hui concrètement sur le réseau depuis maintenant environ 6 mois. Donc c'est vraiment le rythme de croisière que l'on a pris. Le démarrage a été un peu long, mais cette fois-ci, il est engagé sur l'ensemble des constructeurs que l'on suit forcément de manière quotidienne, et les réunions hebdomadaires que l'on a avec eux sur des points très très précis sont toujours un peu... en tout cas, on est très attentif à l'avancée de leur progression. Et aujourd'hui, ce rythme-là, il est réellement soutenu sur le terrain. C'est vraiment ce qui se passe quotidiennement sur le terrain. C'est environ 200 équipes tous les jours sur les 2 départements. Alors, sur les 70 000 prises qui sont aujourd'hui construites, on en a 54 000 qui sont aujourd'hui commercialisables. Le delta entre les deux, c'est des phases d'audit. C'est aussi des phases d'obligations réglementaires qui nous imposent un délai de 3 mois entre la mise à disposition de la prise aux opérateurs et leur commercialisation auprès des clients pour que les opérateurs aient le temps de faire les démarches commerciales auprès des clients. Donc aujourd'hui, on a ces 54 000 prises qui sont disponibles à la commercialisation. On a reçu sur ces 54 000 prises 11 500 commandes. On est entre 300, enfin un peu plus, on est plus à 400 commandes par semaine environ aujourd'hui, voire un peu plus. Et on a raccordé 9 400 locaux, entreprises, particuliers à date aujourd'hui sur le réseau, ce qui fait environ 380 raccordements par semaine qui sont réalisés par nos sous-traitants ou les sous-traitants des opérateurs. C'est une activité quotidienne qui est vraiment très intense, et ce rythme de 380 clients nouveaux par semaine, c'est vraiment un bon rythme. Et comme je disais tout à l'heure, on est à l'aise et confiant sur la tenue de l'objectif, parce que c'est les productions actuelles que nous font nos constructeurs, et on n'anticipe pas de difficultés majeures qu'ils rencontreront à l'avenir pour finaliser la production d'ici 2023. Alors spécifiquement sur votre communauté de communes, donc sur les 14 communes, on n'a pas tout à fait 16 000 prises à réaliser. Les 3 NRO qui desservent votre communauté de communes, principalement, c'est celui d'Amboise qui est actif déjà depuis un bon moment, qui rend les services depuis un bon moment. Il y en a un à Saint-Ouen-les-Vignes qui est en cours d'électrification, et puis 800 prises qui sont rattachées au NRO qui est implanté en Chancy, qui n'est pas sur la communauté de communes, puisque l'organisation technique du chantier ne correspond pas à l'organisation administrative à la fois des communes ou des communautés de communes. C'est vraiment un impératif technique qui fait qu'on a ce découpage-là. Donc, dans le planning que l'on s'est fixé pour réaliser les 16 000 prises environ de votre communauté de communes, vous le voyez sous les yeux, on avait réalisé avant 2021 7200. Il en reste 4800 à faire cette année, 1400 l'année prochaine, et 2500 en fin de programme. Aujourd'hui, à date, on a 9000 prises qui sont construites sur les 16 000, et 16 600 prises qui sont commercialisables, et pour lesquelles nous avons 1800 abonnés sur le territoire de la communauté de communes. Alors, sur ce territoire, une particularité, on est un poil moins en termes de pourcentage de taux de pénétration, probablement parce qu'il y a Amboise, et qu'Amboise, sur une grande partie, probablement le niveau d'ADSL était plutôt satisfaisant, donc l'appétence est moindre peut-être que sur des territoires plus ruraux ou avec un ADSL plus délicat, mais on atteint un niveau qui est très très satisfaisant au global, sur la globalité du projet, puisqu'on arrive à 40% de taux de commercialisation au bout d'1 an de construction des prises. C'est un très bon taux. Alors, bien entendu, avec les circonstances actuelles et la crise sanitaire, il y a une très forte attente. On sait que cette attente, elle est vraiment très très forte. On était ce matin sur le marché de Celles-sur-Cher à la rencontre des habitants. On voit bien que vous arrivez quand est-ce que vous êtes, puis moi, ma maison, c'est pour bientôt. On sait tout ça, donc on s'attache à être le plus proactif possible, à faire avancer
faire avancer le programme. Et voilà, aujourd'hui, sur votre communauté de communes, on a 1800 abonnés. Alors, en particulier sur le calendrier de déploiement sur la communauté de communes, ce qui est fait aujourd'hui, c'est en vert, et ce qui est en cours de réalisation sur ce semestre est en gris, donc c'est quand même une très très grande partie. Alors, forcément, il y a ceux qui sont faits ou qui sont en train d'être faits, puis il y a ceux qui seront faits un petit peu plus tard. Donc, nous terminerons avec les parties en bleu ciel à la fin dans le courant de l'année 2023. Voilà, mais ce planning, encore une fois, on est assez à l'aise sur sa tenue et son respect, puisque aujourd'hui le déploiement se déroule bien sur ces zones-là. Pour commercialiser ces prises, notre unité de travail, c'est l'armoire, c'est le point de mutualisation que vous a décrit Patrick. Aujourd'hui, sur les 14 communes, on en a 49. On attend en fait d'avoir construit la moitié des prises, à peu près, un peu plus si on peut, la moitié des prises pour ouvrir à la commercialisation les prises qui sont rattachées. Il y a environ 300 prises rattachées par armoire. Une fois qu'on a cette volumétrie de 150-200 prises par armoire, on ouvre à la commercialisation et on procède à la complétude dans les mois qui suivent, au maximum un an, quand on a des difficultés ou qu'il y a des contraintes opérationnelles. Mais globalement, on finalise la complétude dans l'année après l'ouverture. Pourquoi on ouvre tant que ce n'est pas complet? Parce que à partir du moment où l'installation est en place, qu'on a une bonne volumétrie de prises, à la fois ça permet de satisfaire au moins les 150 ou 200 personnes qui sont couvertes, et puis nous commercialement, puisque vous l'avez dit, on contribue à 90% au financement du réseau, forcément on a tout intérêt à ce que les prises soient construites et vendues, puisque notre rémunération, on l'a fait auprès des fournisseurs d'accès Internet, à condition bien entendu qu'eux-mêmes vendent les prises à leurs abonnés. Donc on a tout intérêt à finaliser la globalité du réseau, puisque l'équilibre économique, il ne tient pas pour nous avec la moitié du réseau réalisé. Hein. Il faut vraiment qu'on fasse les 320 000 prises et qu'on les vende. Et donc on a une attention particulière et spécifique sur la complétude, notamment de la part des constructeurs, puisque, comme vous l'avez rappelé, Madame Giner, l'objectif est bien de couvrir 100%, habitat isolé inclus. Donc on a aussi des mesures incitatives auprès de nos constructeurs pour qu'ils n'oublient pas les prises les plus difficiles ou les plus éloignées. Oh. Oui, tu peux passer. On voulait faire un point rapide, je ne sais pas combien de temps on a, mais un court point, parce que je voudrais quand même laisser la parole à Sylvain sur les offres commerciales. Vous avez peut-être été d'ores et déjà contacté, et on vous recontactera peut-être sur les sujets d'adressage. C'est un point technique, mais c'est un point capital, puisque sans adresse précise, il n'y a pas de commercialisation, ni même d'installation de la fibre possible. Donc on a encore on va dire à améliorer le sujet, parce que c'est un sujet très technique et assez complexe, mais on a des échanges constants et on s'attache à ce que les bases adresses soient les plus conformes possibles. Il y a sur le site internet les moyens de nous signaler des éventuels manquements ou erreurs. Si vous êtes sollicité sur des demandes spécifiques, on vous laissera nous répondre aux sollicitations que l'on peut vous adresser sur des bases Excel pour compléter et éventuellement corriger des sujets d'adresse. Le sujet de l'élagage, alors on est beaucoup moins impacté sur les problématiques d'élagage que certains de nos camarades sur d'autres territoires, parce que, comme l'avait rappelé Patrick, c'est un réseau qui est en grande partie enterré et enfoui, et en particulier sur les liaisons entre bourgs notamment, mais pas que. Donc on ne construit pas de nouvelles lignes aériennes, sur poteau. On va réutiliser l'infrastructure, et lorsqu'il n'y a pas d'infrastructure, on va construire du souterrain. Donc on a moins de problématiques d'élagage, mais on tenait à rappeler que c'est quand même une contrainte qui porte sur les propriétaires voisins. Donc s'il y a besoin d'élaguer, on ira voir les habitants pour qu'ils réalisent les élagages à proximité, puisque sinon on ne pourra pas déployer. Alors j'ai abordé le sujet poteau au moment de l'élagage, mais voilà, tout ça pour vous dire que des poteaux, vous l'avez abordé, Monsieur le Président, mais des poteaux, nous n'en installons pas pour créer une ligne nouvelle. Il se peut par contre que nous installions des poteaux pour compléter les infrastructures existantes. Alors c'est assez facile avec Orange de remplacer un poteau. C'est simple, c'est peu coûteux. Lorsque le poteau est défaillant, il est vieux ou il ne supporte pas la charge. C'est beaucoup plus compliqué avec les poteaux EDF. C'est à la fois beaucoup plus cher, mais surtout beaucoup plus long. Et donc, on fait le choix, plutôt que de remplacer le poteau EDF
et qui en plus va respecter des contraintes, et on peut le comprendre, des contraintes techniques qui ne sont pas faciles à supporter, en tout cas dans les délais qui nous sont impartis. Du coup, on complète les lignes aériennes en posant parfois des poteaux à proximité de poteaux existants. Alors, ça peut générer des incompréhensions, mais si on pose un poteau, ce n'est pas pour le plaisir de poser un poteau, c'est parce que le poteau qui nous est mis à disposition par Enedis ne nous permet pas d'accrocher la fibre dessus. Et puis, pour terminer sur ce sujet-là, avant de laisser la parole à Sylvain, vous avez 2 adresses. Ce sont 2 adresses qui sont destinées aux élus, exclusivement. Ce ne sont pas des adresses destinées au grand public. Et comme Patrick l'a rappelé, nous n'avons pas de contact direct avec le grand public en principe. Donc, il y a 2 adresses. Une pour signaler toute éventuelle difficulté au moment de la réalisation des travaux. Si vous ne les avez pas rencontrés encore, vous rencontrerez à la fois l'entreprise et les conducteurs de travaux ou les chargés d'affaires sur le territoire, et ils viendront vous voir en mairie. Cette adresse est destinée éventuellement à nous remonter toute difficulté qui pourra apparaître pendant la phase travaux. Et puis, dans la poursuite de la durée de vie du réseau, une adresse relative plutôt au dérangement du réseau, c'est typiquement un câble qui viendrait à pendre, une armoire de rue dont les portes resteraient ouvertes ou seraient endommagées, comme le NRO la semaine dernière. Mais ça peut arriver, et donc c'est un moyen pour nous tenir informés de ce genre de difficultés. Mais on va vous transmettre les documents. Je vois que vous êtes des très bons élèves, mais on vous transmettra dès demain à l'ensemble des élus communautaires, mais je transmettrai aussi au maire l'ensemble de vos documents. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Sylvain Comte, donc en charge de la commercialisation de la fibre optique sur vos territoires. En préambule de chaque ouverture commerciale, nous rencontrons systématiquement chaque commune dont nous lançons la commercialisation. Et à plus forte raison actuellement, puisque jusqu'alors nous réalisions des réunions publiques et nous invitions la population éligible à se réunir comme une salle comme celle-ci afin de leur annoncer la bonne nouvelle. Donc nous avons changé notre fusil d'épaule. Nous travaillons avec les services de communication et les mairies, notamment sur d'autres possibilités, en envoyant systématiquement via un courrier modulaire aux adresses éligibles la population à venir tester son éligibilité sur un site que nous avons mis à disposition qui s'appelle www.valdeloirefibre.fr, qui permet de tester, en fonction de sa qualité de particulier ou entreprise, la disponibilité de la fibre à son adresse. Alors de façon très simple, il suffit de saisir sa commune, sa rue, son numéro et de vérifier la couleur de la pastille qui, dès lors qu'elle est verte, affiche tous les logos des opérateurs en capacité de proposer leurs services afin de proposer à la fois pour le grand public du FTTH, donc la fibre, jusqu'à la maison en remplaçant de l'ADSL, jusqu'aux offres les plus techniques, et j'y reviendrai tout à l'heure, pour les entreprises avec des notions de débit garanti, de SAV avec des créneaux horaires restreints. Sur la partie grand public, nous avons actuellement 9 opérateurs en capacité de proposer leurs services. 6 nous accompagnent depuis le début de cette délégation de services publics. 3 nous ont rejoints depuis de façon un peu plus récente. Je pense notamment à Orange et Bouygues Télécom qui nous ont rejoints depuis le printemps 2020. SFR qui arrive depuis janvier de cette année. Et dès lors que votre adresse est éligible, vous avez l'intégralité des logos qui apparaissent et qui vous permettent de tester, de choisir l'opérateur de votre choix. Donc pour mémoire, nous sommes un opérateur neutre. Nous-mêmes, Val de Loire Fibre, ne proposons pas d'offres d'abonnement. Ce sont directement les opérateurs, donc locaux ou nationaux, qui proposent leurs services. Un point important, il n'y a pas de frais au raccordement à la fibre optique. Il n'y a pas de frais au raccordement à la fibre optique. C'est un point important qui rassure aussi la population. On l'a vu ce matin sur le marché de Celles-sur-Cher. Et ce, maintenant, dans 5 ans, dans 10 ans, jusqu'au 27 ans anniversaire de la délégation de service public, il n'y a pas de frais au raccordement. Donc après, je serai à votre disposition pour répondre aux questions concernant les opérateurs. Alors, un point important, vous avez 2 photos à l'écran. Sur la partie gauche, vous avez une armoire de rue qui est ouverte, qui, lorsque la commercialisation est lancée, permet à minima d'avoir 6 opérateurs. Les 6 opérateurs plutôt alternatifs pour lesquels TDF opère beaucoup de choses, mais qui sont présents dès lors qu'une commune ouvre la commercialisation. Nous travaillons quotidiennement pour que Bouygues, SFR et Orange soient également présents à la commercialisation, à ceci près que les grands opérateurs nationaux aiment bien avoir leurs propres équipements dans nos armoires de rue, ce qui nécessite un petit temps d'installation supplémentaire. Donc vous avez tous les cas de figure, soit ils sont présents au lancement, soit ils arrivent dans les quelques jours, quelques semaines qui suivent.
On a parlé de Free tout à l'heure, nous avons contractualisé avec cet opérateur il y a peu. Il arrivera raisonnablement plutôt fin d'année, début 2022. Ce sont les premières dates que nous commençons à entrevoir, et notamment pour qu'il puisse installer voilà, tous les équipements dans les armoires de rue que vous voyez sur cette photo. Pour le monde entreprise, je vous ai mis une slide alors, qui reste non exhaustive, mais qui référence l'intégralité des opérateurs en capacité de proposer des offres pour le monde entreprise. Nous construisons un réseau qui est à la fois, encore une fois, à destination du grand public, des entreprises, sur des sites de zones d'activité, avec notamment, je pense, la Boîtardière, qui est une très grande zone sur votre secteur. Différents opérateurs qui proposent tout un tas de services, donc qui peuvent décliner les offres grand public, du FTTH tout simple pour des artisans, des professions libérales qui n'ont pas besoin de beaucoup de services, en tout cas pas forcément sécurisés, jusqu'aux offres les plus complètes et pléthoriques, avec de l'accès Internet, des serveurs informatiques, de la visio, du cloud. Et en fonction de son appétence et des volontés de l'entreprise, vous avez voilà, un catalogue d'opérateurs qui est vaste, qui permet une mise en concurrence saine, puisque c'est l'enjeu aussi de cette délégation de services publics. Lorsque nous rencontrons les entreprises, c'est aussi une opportunité pour pouvoir recruter d'autres opérateurs, puisque tous ne sont pas référencés, mais nous discutons quotidiennement avec les entreprises et nous recrutons de nouveaux opérateurs assez régulièrement. De façon résumée, concernant la commercialisation, nous sommes un réseau neutre. Nous mettons l'infrastructure à disposition des opérateurs qui proposent leurs services. Nous n'avons pas de contact direct avec le client final, nous avons toujours un opérateur intermédiaire. Nombreux aujourd'hui, donc à la fois sur le grand public, 9, 10 à la fin d'année avec l'arrivée de Free, et une bonne vingtaine sur la partie entreprise, qui favorise donc la mise en concurrence de l'infrastructure. Pour l'entreprise, encore une fois, vous avez donc des coûts qui peuvent être ajustés. Ça, c'est aussi la promesse du catalogue de services tel qu'il est pensé aujourd'hui, qui favorise encore une fois la concurrence et qui permet de répondre à tous les usages. Du simple accès ADSL, du simple accès fibre optique, jusqu'aux offres les plus complètes, symétriques, garantie 4 heures, et dépannage en 24 heures sur 24 et également en fonction de chaque activité. Pour terminer, un petit focus sur la partie entreprise qui vient de rappeler Sylvain. On va poser un panneau si vous le souhaitez, et puis on va échanger avec peut-être les services économiques de la communauté de communes pour identifier l'endroit. Mais on souhaite poser un panneau sur la totalité des zones d'activité ouvertes en fibre optique. Alors, on va le faire parce qu'une zone d'activité, quand on l'ouvre, contrairement à ce que je disais tout à l'heure sur les armoires, une zone d'activité, quand on ouvre pour toutes les entreprises de la zone d'activité. Donc aujourd'hui, on a élaboré, en train de finaliser un panneau, et puis on va discuter avec vos services de l'endroit dans lequel on pourra le poser sur chacune des zones d'activité. Bien sûr, la Boîtardière, mais j'en ai traversé une ou deux en venant, les Sables ou les Poujous ici, et d'autres. Mais l'idée, c'est aussi d'avoir la visibilité sur le territoire et de pouvoir montrer que, notamment les zones d'activité, puisque c'est un point d'attention spécifique, pour pouvoir desservir les entreprises au plus vite, que les zones d'activité sont couvertes et desservies par la fibre optique. Voilà, et puis on va vous communiquer juste après. On aurait voulu vous l'apporter aujourd'hui, mais il est en cours de livraison dans un 30 tonnes, donc on ne sait pas trop comment on va faire. Mais on vous donnera une exposition mobile qui vous appartiendra, qui est identifiée avec 6 panneaux, 6 éléments que vous pourrez exposer soit au siège de la communauté de communes ou dans vos communes, pour là aussi donner de la visibilité à la construction du réseau et expliquer comment on apporte la fibre sur le territoire. Voilà, nous avons terminé de notre présentation. On est à votre disposition. Merci beaucoup, messieurs, pour cette présentation. Un petit détail pour commencer dans votre panneau sur la zone d'activité. On vous fera changer un tout petit élément, mais qui n'est pas très grave. Le deuxième point, je rappelle que notre communauté de communes a 5 zones d'activité. Il n'y a pas que la Boîtardière, il y en a 5. J'y tiens. Je suis soucieux de cet équilibre. Et quand les autres zones d'activité, je souhaiterais qu'elles aient aussi leur panneau, puisque la Boîtardière est une zone qui fait beaucoup parler, qui est peut-être la plus grande, mais nous en avons une sur Nazelles-Négron, une sur Possé-sur-Cisse, nous en avons une autre à Maunes,
En tout cas, elles sont à plusieurs endroits et je trouve important que toutes les entreprises soient accompagnées, puisque notre territoire n'accompagne pas que les entreprises de la Boîte-Arbière, elle a aussi pour vocation d'accompagner, et c'est ça qui est important dans le réseau de la fibre, c'est d'accompagner des artisans qui sont dans les plus petites communes, qui sont parfois la dernière valeur économique d'un territoire, d'une commune en tout cas, sur lesquels nous, avec Pascal Dupré, nous avons un regard très attentif, qui est vice-président en charge de l'économie. Voilà, moi en tout cas, je trouve que votre présentation était claire. Je pense que nous vous réinviterons pour parler un peu plus directement à nos habitants, puisque si vous êtes venus sur un marché, je vous annonce que sur notre territoire, il y en a quelques-uns aussi, et donc nous vous inviterons à faire le marché, peut-être pas du dimanche matin, mais au moins celui d'Amboise, celui du vendredi ou sur les autres communes. Je trouve que ce lien direct est important. On est souvent nous-mêmes questionnés sur la fibre. Je trouve ça bien que vous puissiez répondre directement, puisque nous, on nous questionne surtout sur cette notion commerciale de qui peut me connecter à la fibre. On connaît les opérateurs téléphoniques, qui sont aussi des opérateurs sur le numérique, sur la fibre, et parfois peut-être que certains jouent d'excès de zèle en disant non mais c'est moi qui fais le mieux, c'est moi le meilleur, c'est moi qui ai Amboise. J'en ai entendu qu'on dit ça. Donc s'il n'est pas le cas, il n'y a pas de monopole à Amboise du raccordement à la fibre. En tout cas, je trouve très clair ce que vous avez dit, ce que je renouvelle. Vous recevrez ces présentations dès demain sur vos boîtes mail et je l'enverrai à l'ensemble des maires. Peut-être que quand la fibre sera un peu plus installée complètement sur le territoire, je vous inviterai à une conférence des maires pour faire peut-être un lancement plus marqué, parce que je sais que Saint-Ouen va me dire « je suis encore le dernier ». Voilà. Ou Limeray. Mais en tout cas, il n'y a pas de zone prioritaire ou de zone moins prioritaire. C'est vrai que le déploiement ne peut pas se faire en temps, en heure H, partout sur le territoire d'un seul coup. En tout cas, c'est un beau chantier. C'est un chantier sur lequel il faut nous-mêmes, les élus, que nous fassions la promotion à ce raccordement à la fibre qui peut apporter un service supplémentaire de la box, si je puis dire. C'est le remplacement de la box. Ou en tout cas pour certains secteurs, surtout des hameaux, peut-être un peu plus de rapidité à la connexion Internet. Et nous sommes aussi en ce moment énormément sollicités par les opérateurs téléphoniques pour l'installation des antennes, mais là c'est une autre question, et parfois même un peu périlleuse pour certains d'entre nous. Voilà, en tout cas, mes chers collègues, avez-vous des questions? Je suis sûr que oui. Je suis sûr que, sauf si la présentation a été merveilleuse. Christine Fauquet, maire de Saint-Règle. Oui, bonjour. Il y a un bruit qui court, donc peut-être vous allez l'éteindre. Qu'en fait, quand on a des maisons anciennes, un tuffeau assez épais, c'est très compliqué. Donc, qu'en est-il? Parce que ça concerne quand même pas mal d'habitants du territoire. Oui, merci. Alors, effectivement, je voulais aussi apporter une notion importante quant à l'arrivée de la fibre optique, c'est de pouvoir entreprendre en n'importe quel point du territoire. On parlait des EDA, mais effectivement, ce bénéfice de cette techno permettra de pouvoir développer son activité aussi à titre personnel sur d'autres parties du territoire. Concernant l'installation, donc sur la partie grand public, il n'y a pas de frais dès lors que le passage est possible. Je m'explique, c'est que lorsque l'on installe le petit morceau de fibre entre la rue et la maison, on passe par le même chemin que celui de la ligne téléphonique cuivre. Donc vous avez deux adductions possibles aujourd'hui. Vous avez soit une adduction en aérien qui arrive au pignon de la maison et après en desserte en interne, on passe par le même chemin, soit une adduction faite en souterrain entre le portail et la maison par le fourreau dans lequel passe déjà la ligne téléphonique. La seule condition de ces frais de gratuité, c'est que ce fourreau soit accessible et disponible, qu'il ne soit pas pincé, qu'il n'y ait pas une terrasse qui ait affaissé ou pincé le fourreau, auquel cas, sur la partie privative, des travaux de réfection restent à la charge du propriétaire, mais on passe par le même chemin que la ligne téléphonique cuivre. Donc encore une fois, soit en aérien, soit en souterrain. Tuffeau ou pas, peu importe, dès lors... Voilà, exactement. Dès lors qu'il y ait un fourreau disponible, il n'y a pas de frais au passage de la fibre optique. C'est bien de le dire, ça, parce que
mais les ABF qui disent. En tout cas, oui, Richard Châtelier, maire de Nazelles-Négron. Oui, oui, bonsoir monsieur. Peut-être un micro pour Richard Châtelier. Non, mais c'est parce que l'important, c'est d'être entendu quand on... Oui, j'ai une question. Monsieur le Président en a fait part dès le départ en préambule. Effectivement, sur l'ensemble de nos communes, et en particulier sur Nazelles, on travaille de manière très forte tous les ans à l'enfouissement des réseaux. Et malheureusement, sur Nazelles, et ça a été dit dans votre présentation, on nous propose de nous rajouter, en plus de l'existant, qui va être appelé à être enfoui plus tard, de rajouter des poteaux bois à côté de poteaux béton. On a même des diapos qu'on nous a présentés où le poteau il est carrément implanté au milieu d'un portail. Donc je pense que c'est pas très judicieux. Donc aujourd'hui, moi je trouve un peu dommage qu'il n'y ait pas... et j'ai cru comprendre que vous aviez un accord avec Enedis. Je sais qu'il y a aussi un rapport par rapport à la résistance des poteaux béton. Ça, je le sais aussi, je connais un peu tout ça, mais je trouve quand même un peu dommage qu'il n'y ait pas des solutions. Parce que là, derrière, je vous le dis, hein, je l'ai un peu mal vécu. Ça a été presque vécu comme un chantage en disant si vous n'acceptez pas les poteaux bois, nous, on n'ira pas sur les poteaux béton et les gens qui sont dans le coin n'auront pas la fibre. Donc, je trouve ça un peu dommage. Et puisqu'il y a 100% des habitations qui doivent être reliées, bah, j'aimerais qu'il y ait un effort de fait au moins sur ces poteaux bois. Voilà. Je comprends bien. Comme je disais tout à l'heure, si on plante un poteau, c'est pas pour le plaisir de planter le poteau. L'étude préalable que l'on fait, et en particulier avec Enedis, les études de charge, concluent ou pas à la capacité du poteau à maintenir la fibre optique qui est ajoutée dessus. On fait un point d'attention particulier aussi parce que ça crée à la fois pour nous de la lenteur, des coûts supplémentaires d'avoir un poteau installé. Donc si on le fait, c'est véritablement parce que les contraintes qui nous sont imposées à la fois par Enedis, mais ce n'est pas la faute d'Enedis, c'est juste que le poteau il ne tient plus la charge. Mais on essaie bien entendu de limiter le plus possible ces installations. Alors, un point supplémentaire aussi, c'est que dans le cadre de process d'enfouissement, on a de toute façon, on s'inscrira le moment venu dans les processus d'enfouissement si vous procédez à l'effacement de réseau. Il y a un budget dédié, on ne contribuera pas à la réalisation de travaux, mais on prendra en charge l'entièreté du déplacement du réseau qui est en aérien dès lors qu'une ligne sera construite en souterrain. Donc, on s'inscrira, on ne va pas laisser notre fil ou le poteau intermédiaire que l'on a posé, on s'inscrira dans le cadre du processus d'enfouissement. Mais j'entends bien, hein, je comprends. Alors, si c'est devant un portail, peut-être une reprise à faire par l'entreprise, c'est peut-être forcément pas très bienvenu. C'est pas très pratique pour personne. Donc il peut y avoir des erreurs, mais c'est une contrainte technique qui nous amène à faire ce choix opérationnel. Ouais, enfin, je veux pas débattre sans s'étendre parce que derrière on a un conseil communautaire et un budget à voter. Mais enfin, je trouve quand même un peu dommage parce que à la rigueur, ça pourrait se comprendre en milieu rural très retiré. Mais dans un secteur urbain, tout le monde connaît la Bardouillère sur la route de Noiset. Franchement, là, il y a 2 poteaux de prévus ici, alors qu'il y a des poteaux béton de chaque côté. Franchement, je pense que ce rapport de charge doit pouvoir supporter quand même cette fibre. Peut-on inviter le maire de Nazelles-Négron à prendre contact avec vous très rapidement Il n'y a pas de problème. Hein. Ils viennent quand ils veulent, ils seront les bienvenus. Et voilà, parce que je pense qu'on en a déjà fait preuve lorsque on a démarré. Donc voilà, je ne remets pas en cause quoi que ce soit. Je trouve juste un peu dommage qu'effectivement, il n'y ait pas cette volonté d'essayer de minimiser au maximum. Et je pense qu'il y a possibilité. Sur certains poteaux, pas de problème. Sur d'autres, je pense qu'on doit pouvoir trouver les solutions. Donc, je vous invite à venir sur la commune dès que vous le pourrez et dès que vous le voudrez. Mais il faut qu'on trouve les solutions. Merci. Voilà Juste une petite précision. de la loi. Une toute petite précision par rapport à cette problématique de poteaux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une action nationale auprès d'Enedis pour essayer de faire baisser la tolérance d'acceptation de câbles supplémentaires. Donc ça, c'est la démarche que nous soutenons avec les autres opérateurs. Malheureusement, c'est la seule. On n'en a pas d'autres. Aujourd'hui, Enedis a une contrainte de sécurité sur ses poteaux, et donc la tolérance, elle est fixée pour une raison de sécurité, et malheureusement, on est obligé de s'y plier. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, d'autres interventions de votre part? Si ça n'est pas le cas, ma chère Sylvie, je vais à nouveau te remercier
Madame et messieurs, merci de cette présentation très utile. Vous êtes les bienvenus sur le territoire quand vous le souhaitez pour être en contact avec l'ensemble des élus, les maires, mais aussi la population pour expliquer effectivement cette avancée, puisque je crois qu'on peut parler d'avancée incroyable, remarquable sur notre territoire et sur l'ensemble des 2 départements. En tout cas, merci de tout ce que vous avez fait. Une installation comme celle-ci n'est pas faite comme un long fleuve tranquille. Il y a des moments plus compliqués. Je suis d'accord avec Richard. Je me suis aussi un peu agacé sur quelques poteaux bois en plein centre-ville. Voilà. J'invite cependant les maires, mais aussi le vice-président aux travaux, à souvent réfléchir à installer un fourreau supplémentaire dans certains endroits pour pouvoir faire effectivement passer la fibre. Nous, à Amboise, c'est ce que nous avons fait, entre autres sur les travaux de la rue Victor Hugo, qui relie la place Michel Debré au Clos Lucé. Alors oui, ça a été un billet de 50 000 € supplémentaires, mais il n'y a pas de regret à avoir de rajouter ce réseau en réseau enterré. Voilà, mes chers collègues, merci beaucoup. On va suspendre cette séance pendant 5 petites minutes, le temps de raccompagner nos invités jusqu'à la porte. En tout cas, merci à vous de cette présentation très claire. Merci beaucoup.